Je me suis tellement découvert au travers du ski, puis découvrir qui je suis, puis comment je suis capable de faire face à des gros obstacles, puis des gros défis. Donc, ouais, fonce, puis mets-toi pas trop en question. Arrête de overthink et vas-y, crois en toi. Excellence is about standing, and excellence is a requirement for your dream to come true. Fait que je pense que mes souvenirs, c'est ça. Il organisait avec d'autres de ses amis qui avaient des enfants comme un groupe de ski, puis on allait tous à la montagne la fin de semaine. Puis au lieu d'avoir un cours de ski normal avec des gens qui se connaissent pas, c'était tout avec des amis, puis on avait super de fun. Je pense que c'est comme un peu mon premier souvenir, je dirais. C'était quel âge à peu près? J'ai commencé à faire du ski, j'avais 2 ans et demi. Okay. Puis ça, tu sais, peut-être... plus des souvenirs de photos que des souvenirs réels. Ouais, ces souvenirs-là, peut-être qu'on avait comme 6 ans, 7 ans quand on a commencé à faire ces cours-là. Donc, ouais. Ça, c'est des petits souvenirs. Tu me demandes le premier, je te dis, c'est ça. Bon. J'ai lu aussi que ta famille était un peu dans le sport, en général. Est-ce que dès le début, c'était... pour toi, faire du ski, c'était de la compétition d'une certaine manière, ou tu as quand même eu cette partie de jeune enfant, c'était juste du fun, puis tu te rendais pas compte que tu avais la famille qui avait fait au haut niveau? Je savais pas que ma famille avait fait du haut niveau, peut-être jusqu'à temps, j'avais 7 ans ou 6 ans. Je pense 6 ans parce qu'en première année, on me demandait qu'est-ce que de spécial ou quelque chose que tu veux partager. Puis j'étais toujours fière de lever ma main puis de dire « Ah, moi, ma grand-mère est allée aux Jeux olympiques. » Donc, j'ai su comme ça, mais ma grand-mère, quand elle m'en a parlé, elle m'en a jamais parlé dans un sens... c'était pas quelque chose qu'elle mettait nécessairement de l'avant. Je l'ai découvert un peu sur le côté, donc il n'y avait pas un gros côté de compétition depuis ma jeune enfance, mais moi, j'étais quelqu'un de super curieux, qui aimait beaucoup les challenges et tout. Alors, c'est comme venu naturellement, organiquement, je dirais, mais sinon, le ski, au début, comme avec les amis et tout, c'était juste vraiment... J'allais à la montagne pour avoir beaucoup de plaisir. Ouais. Est-ce que tu as toujours, forever, gardé ce plaisir-là? Dans le ski? Parce que souvent le sport de haut niveau entraîne, puis on avance vite dans ta vie, mais on pourra revenir après. Mais est-ce que tu as eu des moments où tu as perdu ce fun-là de faire du ski à cause peut-être de la pression que tu peux avoir quand tu arrives plus tard au haut niveau? Je pense que, tu sais, après, parce que quand j'ai fait 2014, je m'étais blessée 2012-2013. L'équipe nationale m'avait mis de côté. J'avais fait comme un comeback fou, tu sais, de me qualifier par moi-même aux Jeux olympiques, de gagner la médaille. Ça fait toute une grosse histoire, puis c'était comme la personne qui est capable de relever tous les défis et tout. Puis ensuite, j'ai fait l'équipe pour 2018, puis je me suis fait remettre de côté, même si j'avais toutes les qualifications par l'équipe. Puis là, à ce moment-là, je sentais comme cette espèce de pression de comme... Moi, je suis la personne qui relève les défis, puis il n'y a rien qui m'arrête, puis c'est sûr que je vais réussir. Fait que je skiais, mais je pense pas que je skiais nécessairement pour les bonnes raisons. Je pense que même si j'avais arrêté après 2014, j'aurais été super contente d'avoir arrêté, puis je m'aurais senti bien avec tout ça. Mais par contre, ouais, j'ai un moment quand justement je me suis blessée à la Coupe du Monde en 2019. J'étais toute seule, tu sais, j'avais décidé, parce que l'équipe m'avait mis de côté, si je pouvais me rendre au jeu, le championnat du monde. Puis tu faisais, je pense, un top 15 ou top 16. Tu peux avoir du carding qui est comme l'argent que le Canada te donne à chaque mois pour t'aider, pour t'entraîner. Tu peux l'avoir en tant qu'athlète indépendant, sans équipe nationale et tout. Parce que moi, j'avais les résultats, mais je n'étais pas capable d'avoir le funding qu'ils appellent parce que je n'étais pas sur une équipe nationale. Ou comme le Québec aussi aide ses athlètes. Puis j'avais envoyé mes papiers, puis m'avait dit oui, puis tout. Puis après ça, il m'était revenu « Ah, mais t'es pas sur l'équipe nationale. Tu peux pas avoir le haut niveau. » Fait que j'avais pas pu avoir l'aide. Fait que j'avais trouvé ça dur. Fait que je me disais « OK, let's go. Je vais me qualifier. Je vais aller au championnat du monde. Je vais faire un top 15. Je suis pas stressée. » Puis, j'avais commencé le processus. J'étais rendue à France. C'était à Tignes, la Coupe du monde. Puis là, j'arrive là-bas. La grosse équipe nationale avait décidé de pas y aller. Puis c'était vraiment... On arrive là-bas, puis là, ils vantaient. Il neigeait, il faisait pas beau, les pratiques avaient été mises de côté. Le parcours, il était sketch en volontaire. Il était pas... c'était pas super beau, puis il était à risque, puis il y avait des jumps qui étaient peurants. Puis j'étais en haut, puis je me tournais à droite, à gauche. J'étais entourée des nouvelles filles qui étaient jeunes sur le circuit. Ils sont super fines, mais j'avais plus mes amis dans le temps. J'avais pas d'équipe nationale qui m'entourait. Il faisait pas beau, les pratiques, c'était épeurant. Puis je me suis dit « Hey Kim, t'en as-tu du fun en ce moment? » Puis j'ai pas répondu à la question de moi-même. J'ai pas répondu parce que je savais que la réponse c'était « J'ai pas de plaisir. » Tu sais, j'en ai pas de plaisir en ce moment. Puis on dirait pas que je faisais ça pour les bonnes raisons. Je voulais comme prouver encore une fois à tout le monde que non, il y a rien que tu vas m'empêcher de faire, puis je vais quand même réussir.
c'était pas la même motivation pour Sochi. Tu sais, oui, à Sochi, je voulais leur prouver que j'étais capable, mais je voulais le faire pour moi parce que je le savais vraiment. Puis j'avais les sauts, j'avais les trucs. J'étais passionnée de ça toujours, puis je tripais. Mais rendu là, c'était moins le fun. Puis justement, les pratiques à Tignes, ils ont été reportés, ils ont été cancellés. On n'a pas eu beaucoup d'entraînement. Puis la journée de la compétition, oui, il a fait beau. Il y avait un petit ventre d'eau. Puis là, avec la FIS, la Fédération internationale de ski, des fois, c'est à la télé et tout. Puis ils nous ont comme pressés. Ils ont dit, ben la télé part à cette heure-là. Ils ont coupé notre training d'avant-compétition d'un autre 15 minutes. Puis moi, j'avais des voix derrière ma tête avec les entraîneurs parce que, ben, au début, tu sais, moi, dans le ski, c'était toujours... on n'avait pas encore d'équipe nationale et tout, donc on voyageait entre amis. Puis une fois que l'équipe nationale est venue, ben moi, ils m'ont mis de côté. J'étais encore toute seule, je parlais avec mes amis. C'est comme ça qu'ils m'aidaient. Mais une fois que j'ai comme recommencé après 2014 à avoir les entraîneurs et tout, ben ils viennent te dire certaines choses. Mais il y avait une chose, c'est que moi, ils trouvaient que j'étais trop lentement à m'activer comme dans les pratiques, à aller faire les sauts un peu plus difficiles parce que, oui, au début, c'était plus comme des 360, des 540, des 720, des manœuvres qui sont assez de base, tandis que maintenant, les filles, ben, ça fait des doubles, des triples, puis on a le même temps de pratique, donc il faut que tu t'actives un peu plus rapidement en compétition. Puis même si j'étais toute seule, j'avais comme une voix qui me disait « OK, non, même si tu penses que ta vitesse n'était pas parfaite sur le deuxième saut, fais-toi confiance, vas-y tout de suite pour ton rodéo 5. » Donc, au lieu de faire un autre saut droit, je me suis dit, OK, la télé, on a 15 minutes de moins, je vais aller tout de suite pour mon rodéo 5, qui était le saut qui me faisait peur. Puis là, justement, je suis partie, j'ai fait la manœuvre, je suis allée trop vite. Mais dans les airs, tu passes ce saut-là, c'est le fun, tu vois vraiment bien. Je suis comme, OK, c'est cool, mais quand tu retournes ta tête, puis tu vois tout de suite ton atterrissage, j'ai fait, oh mon Dieu, je vais vraiment trop gros. Fait que, j'ai écarté, j'ai essayé de me ralentir. J'ai atterri, mais j'ai atterri un petit peu trop sur le devant des skis parce que, justement, la manœuvre était trop entamée. Puis là, je suis tombée, puis là, je me suis fait mal à l'épaule. Puis à ce moment-là, tu sais, au lieu de absolument toutes les blessures, soit genoux et tout, que j'ai eu dans ma carrière, je suis comme, OK, c'est fini. Ma saison est terminée, c'était comme très dramatique et tout. Mais là, à ce moment-là, j'ai fait, OK, Kim, you got your way out, là. It's over. Tu sais, en voulant dire, c'est comme, puis là, j'étais assise dans la neige, dans le pente, puis il y avait du monde qui sautait, mais j'en revenais pas les paroles qui m'étaient venues en tête, qui étaient comme, là, c'est fini. Tu sais, je savais que j'allais tirer la plug, puis tu sais, je suis allée sur le côté. Le patrouilleur français est arrivé. Il me dit, il est où ton physio ou ton médecin d'équipe? J'ai dit, ben écoute, moi, je suis ici toute seule. J'ai pas d'équipe. Je suis en tant qu'athlète indépendant. Mais j'ai dit, je suis pas mal amie avec l'équipe de la France. Donc, parce qu'il était super cool. Puis, tu sais, j'étais amie avec eux. Puis là, en fin de compte, ben, c'est le médecin de l'équipe de la France qui est venu me voir. Il m'a replacer l'épaule en place, puis j'étais allée à l'hôpital, mais tu sais, d'avoir eu ces pensées-là sur ce moment-là, puis ensuite, je suis dans le skidoo, on descend, puis j'ai pris une vidéo du parcours parce que je me disais, je pense que c'est comme ça que ma carrière de Coupe du monde va se terminer, puis comme de fait, j'ai pas refait une compétition de ski par la suite. Est-ce que c'était un relief d'une certaine manière? Tu l'as senti comme un relief? De dire, c'est presque ça qu'il me fallait pour me forcer? Ben, ouais, ben c'est ça qui est triste, c'est qu'il me fallait une autre blessure pour me dire que c'était assez, mais ça a été comme un genre de relief, comme genre, c'est assez, parce que la semaine, là, en France, sérieusement, avec la température qui était folle, pas d'amis, puis en plus, le saut 2 sur lequel je me suis blessée, c'est lui que je trouvais le plus dangereux. Il me faisait peur, moi, puis j'avais Tesla 2, qui est une vice-championne olympique maintenant. Dans ce temps-là, elle n'était pas, mais tu sais, super cool, super jeune. Elle avait super faim pour faire ses sauts et tout. Moi, je l'écoutais en pratique, puis elle parlait à son coach, elle a dit « OK, en qualification, je vais faire un cork 7, puis si je passe en finale, je vais faire un double 10. » Ouais, mais un double 10, c'est comme tu fais 2 périodes arrière, puis 3 sauts complets. Genre un 1080 pour le 10, puis le double, c'est 2 périodes, mais tu sais, sont désaxés. Donc, ça fait comme un double cork 1080 qu'elle voulait faire. Puis moi, j'étais comme... Non, mais elle est cinglée de vouloir tirer cette manœuvre-là sur ce saut-là. Moi, genre, tu sais, j'en revenais juste pas. J'étais comme, non, mais ça commence à être vraiment beaucoup. Moi, je voulais juste faire mon petit rodéo 5 qui était un natural de mon côté moins confortable, vers la droite. C'est super cool le saut, là, mais moi, je fais 540 degrés, donc un tour complet et demi. Puis elle voulait faire 2 périodes arrière, puis 3 tours complets. Tu sais, j'étais comme... Non, puis en fin de compte, ben, la température n'a pas été belle. Elle a gagné quand même la compétition, mais je pense qu'elle a juste fait comme un 720 qui est 2 tours complets. Mais même juste le fait que sa pensée à elle allait vers en qualification, je fais un 720, puis en finale, je fais le double cork 1080, j'étais comme. Ouais, ben là, il y a un certain gap qui se crée, puis ben, tu sais, moi, rendu là, je sais pas, en 2019, je devais quasiment avoir 30 ans. J'ai eu plusieurs blessures en ski sur mes genoux et tout, puis ça commençait à
Ouais, ben j'avais mal au corps, tu sais, toute la préparation pour moi être capable de mettre mon corps à faire toutes ces manœuvres de ski-là, mais ça me prenait beaucoup plus de préparation qu'avant, beaucoup plus de rehab par la suite, tu sais, juste pour que je sois capable d'être encore dans la gate de départ le lendemain. C'était beaucoup de temps, puis émotionnellement, mentalement, c'est encore plus une grosse décharge. Ça fait mal. Ouais. Au tout début, parce qu'habituellement, on parle pas trop de technique, mais tu as donné beaucoup de noms techniques sur les sauts. Est-ce que tu peux qualifier en 1 minute, 2 minutes la catégorie slopestyle dans laquelle tu étais, puis comment t'as atterri là-dedans? Parce que c'est pas forcément ce que tu apprends quand tu commences à skier à 6 ans sur les belles pentes du Québec. Comment t'es arrivé dans cette... Dans le slopestyle? Ouais, dans la discipline. Puis dans le fond... Pourquoi? Oui, excuse, continue. Non, et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré dedans? OK, ben un peu... moi, toute part de... Tu sais, j'adore faire du sport, puis j'essaie de faire peu importe le sport. Comme au secondaire, j'ai fait tous les sports sauf peut-être le volleyball. Okay. Mais aussi avec ma soeur, quand on était jeune, à un moment donné, on écoutait, il y avait les X-Games qui passaient à la télévision, puis il y avait, c'était Tony Hawk. Puis j'avais vu, il avait fait, je sais pas si c'est l'année qu'il avait fait son 900 dans le halfpipe ou en tout cas, moi j'appelle ça un halfpipe, mais c'est du vert qu'ils appellent en skateboard. Puis j'avais trouvé ça malade, puis j'avais dit à ma soeur, j'avais regardé, j'ai dit, je sais pas c'est dans quel sport, mais moi je vais aller au X-Games. Fait que tu sais, j'avais cette idée-là quand j'étais jeune, d'aller au X-Games. Puis oui, on faisait du ski. À partir de 7 ans, j'ai fait du snowboard. Je tripais, j'ai essayé le skateboard, le rollerblade. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, encore une fois, c'est arrivé organiquement. Ma mère, elle travaillait pour Hors-la-Loi, qui était une compagnie de vêtements de ski, vêtements normaux aussi. Puis il y avait Thomas Rinfret, qui était un skieur, qui était commandité par la compagnie. Il avait amené un VHS, une cassette vidéo, du film Propaganda, qui était de Poor Boys Production. Puis ma mère avait vu, pendant qu'elle travaillait, ça jouait au bureau, la section des gens qui tombaient. Tu sais, le crash section, il y avait ça dans chaque film de ski. Puis elle avait trouvé ça bien drôle. Fait qu'elle avait amené la cassette à la maison pour montrer les gens qui tombaient parce qu'elle trouvait ça drôle. Cool, j'ai écouté cette partie avec ma mère, mais moi, j'ai décidé de reculer le VHS. Je l'ai écouté au complet. Après ça, j'ai regardé ma mère, j'ai dit « Hey, man, c'est malade! Moi, c'est ça que je veux faire! » Fait que de ce moment-là, je me suis mis à faire plus comme à vouloir... Il y avait un cours de ski au Mont-Sainte-Anne qui était boss et parc à neige. Donc, je me suis inscrite là-dedans. On faisait un peu de boss, mais on allait aussi dans le parc. Puis j'ai appris à faire comme les rails, mes premiers 180, 360. Puis là, je tripais. Puis Sébastien, qui était mon entraîneur, puis Simon, ils trouvaient que, tu sais, j'étais vraiment bonne. Puis ils se sont dit, « Hey, ça serait cool, tu sais, si tu essaies de peut-être avoir des commanditaires, puis de pousser là-dedans. » Puis je poussais là-dedans. Puis aussi, ben, je jouais beaucoup au basket. Puis j'étais rendue au niveau 3A. Puis mon coach de basket, je lui ai dit, « Hey, j'ai eu mon premier commanditaire de ski. Est-ce que je peux rater 2 fins de semaine pour aller... » Il m'avait invité à un voyage. Un, c'était en Suisse, puis l'autre, c'était en Norvège. Puis il m'a dit « Hey, t'es mon point de garde. Je peux pas me passer de mon point de garde pour 2 fins de semaine de 3. » Puis là, ça m'avait brisé le cœur. Il fallait que je choisisse entre les deux. Puis mon coach de basket était sûr que j'allais choisir le basket. Mais en fin de compte, j'ai pris du temps. Tu sais, l'idée de voyager, de voir le monde, puis... ou sinon d'être tout le temps dans un gymnase à l'intérieur, ben ça a pesé dans la balance. Puis, tu sais, mon rêve derrière moi de vouloir aller au X-Games, même si on n'est pas encore au X-Games avec le slopestyle, c'était pas encore rentré, j'ai dit, OK, let's go, je fonce dans le slopestyle. Puis, je me suis mis à juste beaucoup pratiquer. Puis, jusqu'en 2009, on a finalement été annoncé qu'on allait rentrer au X-Games. Puis là, ben, j'ai pu réaliser mon rêve d'aller au X-Games. Mais c'est un peu parti de là, le slopestyle, de la cassette de VHS que ma mère elle a amené, de moi d'essayer, puis de juste... c'est un peu comme ça que ça s'est rendu. Est-ce que ça a été un accomplissement d'arriver aux X Games? Parce que c'est un peu ce qui t'a fait commencer. Est-ce que quand tu y étais, tu étais comme I made it? Ou est-ce que tu avais d'autres les Olympiques, j'imagine? Ben, dans le fond, on n'était pas encore un sport olympique. Au début, nous, oui, j'avais appris que ma grand-mère avait été aux Jeux olympiques. Je trouvais ça malade. J'en écoutais chez nous. Lac Beauport, on avait Caroline Brunet. C'était vraiment... c'était comme la vedette du coin. Puis j'ai toujours... J'écoute du sport, j'en mange, j'adore ça. Mais d'un autre niveau, j'adorais encore plus les X-Games. Fait que pour moi, j'ai dit, on va mettre le rêve olympique de côté, puis on va foncer vers les X-Games. Puis, tu sais, on poussait. Il y avait comme compétition pour les filles. On n'était pas beaucoup. C'était difficile de faire notre place. Tu sais, souvent, on se faisait dire qu'on ne méritait pas d'être là, que nos sauts n'étaient pas assez bons et tout. Mais on a continué à pousser, puis on avait la pionnière. Mais il y avait Christy Leskinen, mais il y avait surtout Sarah Burke qui poussait beaucoup pour l'inclusivité des femmes dans le sport. Puis elle poussait, puis elle dérangeait les X-Games. Tu sais, rentrez-nous, on a eu le Do Tour, qui était comme la tournée de Mountain Dew qu'il avait fait. On était là-dedans. Il y avait le US Open.
Puis de là, à force de pousser, il y avait les filles dans la half-pipe au X-Games, puis là, ils ont rentré les filles dans le slopestyle, puis j'étais comme, OK, là, il faut que je sois capable de me qualifier. Puis j'étais pas la personne. C'est drôle parce que tous les sports que j'ai fait en grandissant, qui étaient soit basketball, rugby, que je courais pour, mettons, en athlétisme et tout, tu sais, je faisais des podiums, je gagnais, je me dépassais, puis là, je suis arrivée avec le ski, puis c'est comme si j'avais frappé un mur. Oui, les compétitions régionales, quand que je faisais un rail jam, c'est une compétition juste de rampe de métal contre une ou deux filles locales, ben plus souvent que d'autres choses, tu sais, je gagnais, c'était facile. Ouais. Puis là, quand je suis arrivée sur le niveau un petit peu plus international, puis je me suis rendu compte que ça m'amenait un nouveau stress. Moi, les sauts, c'était pas naturel pour moi de faire des sauts, puis ça s'en est de plus en plus gros. J'étais bonne sur les rails, sur les rampes de métal, mais pas sur les sauts. Mais je me suis dit, OK, si je veux faire du slopestyle, ce qui est... Ouais, j'ai pas le choix, puis c'est pas... Les rail jams, ils seront pas au X-Games et tout. Je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire des sauts. Mais là, je me butais un peu contre un mur. J'étais pas la personne qui était la plus constante en compétition ou qui avait tout le temps des résultats. Mais si tu voulais te qualifier au X-Games, ils prenaient souvent les 8 meilleurs. Il fallait que je sois capable d'avoir des résultats. Puis cette année-là, j'avais eu des assez bons résultats. Puis là, je croisais mes doigts. Puis Sarah Burke, elle savait que j'allais l'avoir, mon invitation, mais elle me l'a pas dit au Do Tour. Puis après ça, je l'ai eu. Puis là, j'étais super excitée. Puis je me suis rendue là. Puis ouais, c'est sûr, c'était un certain accomplissement. Puis j'avais amené ma soeur. Ma soeur était venue avec moi. On avait trippé, mais en même temps, c'est là que j'ai eu ma première blessure grave au genou. C'était au premier X-Game. Mais 2012? 2009. 2009, OK. Alors. Ouais, ben c'était d'autres après, encore et encore. Ouais, j'en ai eu trois majeurs. Okay. Ouais. Okay. Comment tu te remets justement de ces choses-là? Ces blessures, surtout genoux, surtout pour un sport comme le tien où c'est si important. Là. Mm-hmm. Quand tu es un athlète de haut niveau, que tu te lèves le matin pour exceed expectation, peut-être de mieux en mieux, comment tu fais quand tu es cloué au lit ou en tout cas que tu peux plus rien faire pendant, je sais pas, 3, 6, 9 mois? Mm-hmm. Qu'est-ce qui te garde, genre, motivé pendant tant de mois quand tu peux pas faire ce que tu as envie de faire? Mais c'est drôle parce que j'ai découvert une autre passion au travers du ski. Avec les commanditaires et tout, il y avait une année, l'été, souvent pour s'entraîner, on allait à Whistler sur le glacier. Ouais. Puis j'ai découvert, à ce tournoi, j'avais découvert JP Auclair, qui est un skieur, malheureusement, qui est décédé en 2014, mais pour moi, c'était devenu un mentor, puis on est devenus des super amis. Puis je savais qu'il y avait un endroit, lui, il y avait un condo ou quelque chose à Whistler. Je lui avais écrit « Hey, est-ce que tu as de la plage? Je me cherche un endroit pour cet été. » Puis il m'avait répondu, il m'a dit « Kim, l'endroit pour t'entraîner, c'est pas à Whistler. Tu devrais venir en Nouvelle-Zélande. Il y a cet endroit-là, ça s'appelle Snowpark, New Zealand. On a un représentant Armada qui habite là-bas. Tu pourrais lui écrire pour rester là et tout. » Puis moi, par chance, j'avais un grand-père qui travaillait à l'extérieur du pays. Fait qu'il y avait plusieurs aéroplans. Donc, j'avais été capable de me prendre un billet au travers des points parce que ça coûtait bien trop cher pour aller là-bas. Puis, j'étais partie en Nouvelle-Zélande pour un été, puis vu que c'était loin et tout, ben, tu sais, j'étais partie comme 2 mois et demi. Je sais plus, j'avais comme 16 ans ou quelque chose comme ça. C'était comme le voyage de ma vie. Puis là-bas, on restait dans des maisons, puis c'était pas chauffé comme on est ici avec l'électricité. Tu sais, t'avais comme un poêle un peu à bois. Puis on fermait les portes d'une pièce, puis cette pièce-là devenait chaude. Les autres, c'était quand même froid. Puis un soir, les portes étaient toutes fermées de la cuisine et tout. Moi, j'étais dans ma chambre, j'avais soif. Fait que je rouvre la porte, je rentre, je restais avec d'autres athlètes Armada. Puis là, je prends de l'eau, mais là, je vois à la table, il y avait plein de gars qui étaient là. Il y avait des cartes, il y avait de l'argent, il y en a qui fumaient des cigares. Je suis là, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Je prends mon eau, je vais me coucher le lendemain matin, je vois JP, je dis « Hey, JP, qu'est-ce que vous faisiez hier soir? » Il me dit « Ah, on jouait au poker. » Je dis « C'est quoi ça, le poker? » Tu sais, c'est super curieux de l'histoire. Fait que là, il me dit « Écoute ça. » Puis ça, c'était le film, ça s'appelait Rounders, qui est un film avec Matt Damon d'Hollywood à propos du poker. Fait que j'écoute ça, puis après ça, j'étais comme le petit teenager vraiment tannant qui on joue au poker, on joue au poker, on joue au poker. Fait qu'avant que je parte, on avait organisé une game comme de 10 personnes, on avait toutes mis $10. Ok, tu mettais des aéroplans aussi par-dessus. Ouais, exact. Fait qu'on a tous mis $10. Puis là, on a comme joué, puis tu sais, beginner's luck, peu importe. J'ai fini par gagner, on avait joué toute la nuit, moi, puis j'avais fini avec Anthony Baronowski, qui était un autre skieur, puis il était tanné, mais moi, je voulais pas juste séparer à la fin. J'aime ça, la compétition, je voulais gagner. Fait que là, boum, j'ai gagné. Puis là, j'avais 16 ans, j'avais peut-être $70 en Nouvelle-Zélande. J'étais comme, c'est malade. Mais j'avais vraiment eu la piqûre pour le poker. Puis c'était comme en même temps que le poker boom il était arrivé et tout avec Moneymaker à Vegas. En tout cas, si tu connais un peu le poker, ça te dit quelque chose. Puis sinon, ça te dit rien. Mais puis ce qui se passait, c'est que ça passait beaucoup à la télé. Donc, ma première grosse blessure en 2009... moi, j'avais encore cette passion-là du côté du poker. Puis j'ai beaucoup de reconnaissance parce que
ma blessure de genou, c'était mon croisé antérieur, mes 2 ménisques, puis j'avais un morceau de cartilage qui avait été arraché, donc il avait fait une petite micro-fracture, ça c'est le nom de l'opération, puis j'avais pas le droit de mettre du poids sur ma jambe pendant un mois, donc j'étais vraiment beaucoup sur le divan, mais le poker passait tout le temps à la télé, j'enregistrais ça la nuit, j'écoutais le jour, m'étais acheté des petits livres, tu pouvais jouer gratuitement en ligne des tournois, des free rolls qui appelaient, donc je pratiquais comme ça, donc au moins, j'avais comme ma passion du poker que j'ai commencé. Et plus ton aspect compétitif. mon aspect mise à compétitif ou l'épreuve. juste quelque chose que j'étais excitée de me lever pour le matin parce que, tu sais, mes amis, ils étaient au cégep, mes amis de ski proches, ben ça continuait à faire la compétition, donc j'étais beaucoup toute seule. Heureusement, j'avais ma soeur qui était encore là, puis qui était super drôle, qui me faisait rire, puis ma grand-mère aussi qui s'occupait de moi. Ben les deux, ils ont une énergie qui est beaucoup d'humour, donc ça me faisait rire, ça m'a aidée. Mais ouais, le fait que j'ai cette autre passion, parce que je me dis, si j'avais pas le poker, je sais pas qu'est-ce qui m'aurait permis de passer autant de temps chez moi, puis de... Mais tu sais, oui, tu reconnectes avec ton sport, puis oui, j'aurais sûrement trouvé d'autres choses, mais ça l'a rendu comme mes réhabilitations, le fun, excitant. Tu sais, je travaillais sur un autre rêve, tu sais, je me suis même dit à un moment donné, moi, un jour, je vais être joueuse professionnelle de poker. Mais là, en ce moment, la priorité, c'est le ski et tout, mais ça sera après. Mais c'est comme si je faisais du travail pour mon rêve futur. Ouais, donc, ta post-carrière. Ouais. Fait que est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours très active? Dans le poker? Ouais. Je serais encore toujours active là-dedans. Puis, tu sais, c'est le fun. C'est le côté comme le ski bum avant que j'avais de pas... Tu sais, j'étais pas celle-là qui gagnait et tout le temps. Tu sais, ça m'a appris à vivre un peu plus avec un budget. Puis là, le poker, ben, tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais non, ça va bien. Je fais des connexions. J'ai un entraîneur. J'ai des personnes qui m'aident un peu mentalement. Ouais, j'ai beaucoup de... Je suis encore là-dedans. Puis des fois, j'ai des up and down. J'ai eu un moment difficile plus tôt cette année. Mais là, j'en ressors. Je me dis, ça vient chercher mon côté compétitif. Ça vient... Tu sais, il faut que je reconnecte avec ce que je connectais, ma discipline, de croire en moi, de persévérer, de continuer à étudier, de me dépasser. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont fun. Puis ouais, le côté de la compétition... c'est encore présent dans ma vie, puis une chance, tu sais. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé vraiment à faire une transition? Parce que quand tu avais le ski qui était ton numéro 1, et peut-être le poker passé en numéro 2, dans tes objectifs de vie, disons, ceux qui n'ont pas ce numéro 2 et qui passent à la retraite, n'importe quel sport que ce soit, il y a un peu, possiblement un moment de très low si tu as plus ce truc qui te fait te lever au quotidien, cette motivation, cet aspect compétitif. Est-ce que toi, si tu penses que ça t'a aidé à faire le deuil de la carrière sportive ski pour passer à quelque chose comme ça? C'est sûr que oui, c'est sûr. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup de reconnaissance dans le poker, que JP, tu sais, JP, il a été comme un pilier dans ma vie. Il m'a aidé pour le ski. Ouais. Puis ma carrière de ski, je pense pas qu'elle aurait été aussi loin sans que on ait croisé nos chemins. Puis d'un autre côté, ben ça a complètement changé ma vie parce qu'il m'a montré aussi le poker. Puis ouais, sans ce moment-là en Nouvelle-Zélande, je me dis, ma vie serait tellement différente. Puis ouais, mon niveau de ma transition, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup parce que ça me donnait une raison de me lever. Comme en 2019, par la suite, après ma blessure, je suis revenue à la maison, puis c'est ma grand-mère qui s'occupe de moi, mais je me suis rendu compte que ma grand-mère était super malade. Fait que je me suis même occupée de ma grand-mère, mais tu sais, je jouais au poker ce côté. Puis là, j'allais boire, je racontais mes histoires de poker le soir. On avait du plaisir à l'hôpital jusqu'à temps qu'elle décède. Mais tu sais, je lui avais dit, j'ai rentré en contact avec un coach de poker. Il fait un genre de déjeuner avec les gens qui sont sur son site de coaching à Las Vegas. J'ai dit, j'aimerais vraiment ça faire un road trip, me rendre, le rencontrer, lui parler et tout. Puis j'ai dit, crois-tu en moi? Elle a dit, je sais que t'es toujours déterminée pour tes rêves et tout. Oui, je crois en toi, c'est quelque chose de différent le poker, mais tu sais, vas-y. Fait que tu sais, j'ai eu ce moment-là avec ma grand-mère, puis par la suite, je suis partie, j'ai fait mon road trip cet été-là. Je me suis rendue à Las Vegas, j'ai rencontré cet entraîneur-là. Donc, ouais, ça l'a aidé le cheminement. C'est sûr qu'au niveau, au niveau de venir chercher tout ce qui est compétitif et tout, mais par contre, moi, ce que je trouve difficile au niveau de la transition du sport, c'est que j'étais habituée depuis que j'avais 16 ans d'être entourée de plein d'amis avec qui, tu sais, puis surtout avant les équipes nationales avec qui, tu sais, tu voyages un peu au travers du monde. Donc, tu sais, mes amis proches sont pas tous, puis tous à Québec, là, tu sais, c'est un peu à travers du Canada, aux États-Unis, en France, en Nouvelle-Zélande. Donc, moi, c'est plus au niveau de... J'ai fait de la compétition beaucoup plus longtemps que je pensais. Tu sais, je pensais peut-être retourner à l'école. J'avais des plans d'études, mais ça l'a changé. Sauf que j'avais plus cette espèce de réseau social, de connexion qui était super fort. Puis surtout, rendu dans ta mi-trentaine, les gens, ils ont souvent une vie assez développée. Puis c'est difficile de mettre du temps à rencontrer de nouvelles personnes ou rentrer. Donc, c'est là où j'ai trouvé au niveau de la transition qui est plus difficile. Puis encore même, là, je viens de déménager à Montréal.
je voulais rencontrer peut-être plus de gens, me rapprocher du poker, mais c'est ça que je trouve un peu plus difficile, c'est de me faire des nouvelles bonnes amitiés, des gens, de rencontrer des gens dans ce sens-là. C'est ça que j'ai trouvé plus C'est difficile. plus simple aussi quand tu es jeune, en fait, quand tu découvres la vie adulte. Puis si en plus tu es dans ton monde de passion, peut-être moi c'est pareil, en France, c'était plus facile jusqu'à mes 22, 23 ans. Quand tu arrives ici, certaines personnes ont déjà leur... tu peux partager une passion commune, mais chacun a son cercle restreint. Ouais. Puis il y a le nombre de Dunbar, je pense, qui dit que tu peux avoir au maximum 50 personnes dont tu es vraiment proche, dans un cercle, puis au bout d'un moment, il faut que tu en sortes pour en rentrer d'autres. Fait que c'est sûr, même si vous avez une passion commune, ça reste plus des connaissances de poker, plus que ça peut être des amis que tu avais avant. Ouais, puis tu sais, mais tu sais, le monde de poker aussi, ça l'attire. T'en as toutes les couleurs, hein, tu sais. Oui, t'en as qui. Puis c'est ça que je vais essayer de me rapprocher, mais tu sais, il y en a les professionnels, ils n'habitent pas nécessairement à Montréal et tout. Mais tu sais, tu vas avoir des gens qui viennent juste, ils ont fini leur travail, ils ont envie de steam off leurs émotions, puis ils viennent gambler, puis tu sais, t'en vois, tu sais, donc c'est pas le même monde, c'est pas le même monde super... Parce que des fois, le sport de niveau, c'est pas sain non plus, mais en voulant dire, c'est pas... Ouais, mais par contre, j'ai rencontré tellement de super personnes au travers du poker, tu sais, avec des minds qui sont un peu... je sais pas comment dire, mais really interesting, tu sais, vraiment beaucoup de... Sharp, twisté. Ouais, super intrigante. Il y a vraiment des belles personnes, mais il y en a de toutes les couleurs aussi, tu sais. Donc, tu sais, je sais pas... j'espère encore peut-être rencontrer de me faire des nouveaux super bons amis au travers du poker, puis des gens avec qui je connecte. Tu sais, oui, j'en ai eu, puis j'en ai rencontré à Vegas, mais tu sais, il y en a maintenant qui sont repartis ailleurs. Donc, c'est juste plus... difficile. Est-ce que tu es passé temps plein officiellement? Est-ce que tu es pro? Est-ce que tu as toujours cet objectif de devenir pro au poker? Et si oui, ça consiste en quoi? À quel moment tu peux dire que tu es pro? Ben, tu sais, je pense que comme, tu sais, le ski, je disais que j'étais plus un professional ski bum que professional skier. Tu sais, j'étais pas la personne qui gagnait tout le temps puis qui avait les grosses commandites. C'est sûr qu'une partie de mes gains puis de mes revenus en ce moment, ben, ça vient du poker. Fait que, tu sais, un peu, tu peux dire que tu le fais professionnellement. Ouais, Oui, puis, mais tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, puis j'ai parlé à différents coachs et tout, c'est toujours bien si tu as quelque chose d'autre à côté du poker, juste parce que des fois, ça peut devenir lourd ou bien tu peux aller dans des moments qui sont un peu plus difficiles d'avoir un autre outlet, d'aller vers quelque chose d'autre. Avec le ski, avec la pandémie, j'avais parlé, mettons, l'équipe du Québec m'avait demandé de parler des athlètes, trouvait que j'avais l'air de super bon coach, donc ils m'ont demandé. J'ai fait un cours de coaching de ski, donc je suis certifiée pour coacher le ski. J'ai du plaisir à le faire. C'est sûr que mon corps, même si c'est juste coacher, quand je suis sur mes skis longtemps, je le sens beaucoup. Puis sinon, ben, avec Radio-Canada, j'ai été capable d'être analyste pour les Jeux de Beijing en 2022 pour le slopestyle, le big air. Ça, j'ai super trippé parce que moi, depuis que je suis jeune, tu sais, du sport, j'en mange. J'écoute chez moi RDS Sport 30, ça joue dans le background. Sportsnet, j'écoute tout, j'en mange. Donc, de faire de l'analyse, c'était super trippant. Puis là, cet été, ils vont me laisser dans un nouveau rôle de description. Donc, je vais décrire du BMX. Ils vont me laisser pour les Jeux paralympiques, donc le gold ball, qui est un sport pour les personnes avec des déficiences visuelles. C'est comme un ballon qui a une sonnette un peu dedans là, qui fait du bruit. Puis là, les gens, ils sont tous bandés pour que ça soit fair pour tout le monde. Puis là, ben, le ballon, c'est quand même vraiment trippant de... C'est un sport au Paralympique, ça? Ouais, au Paralympique. Donc, tu sais, je vais faire BMX de course, BMX style libre, puis le gold ball au Paralympique. Donc, Cool. ouais, c'est super cool de toucher à d'autres choses, puis de rester en connexion aussi avec ma grande passion qui est le sport, puis mélanger le poker. Donc, je suis comme dans une phase où je suis déménagée à Montréal pour me rapprocher du poker. Puis là, cette année, j'avais une idée de projet de ski. C'était le projet dont tu me parlais par... ouais, mais là, Dame Nature a décidé que cet hiver, la neige, il n'y allait pas en avoir... Ouais, il n'y en a pas eu tant que ça, puis ça a été vraiment difficile, puis ça a été une bataille mentale, émotionnelle, puis physique toute la saison, puis pour que finalement, on ait décidé de prendre la décision de reporter à l'année prochaine. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris avec le ski, c'est quand tu essaies de forcer les choses, c'est souvent là que tu vas avoir des grosses blessures. Puis là, j'avais l'impression vraiment que je forçais mon projet. Fallait que je le fasse là. Tu sais, oui, j'ai eu mal au corps pendant l'année, mais je me suis dit, peut-être que dans le fond, je l'ai réentraîné à prendre tous ces impacts-là. Je me croise les doigts que ce soit un peu plus smooth l'année prochaine, mais on va le reporter à l'année prochaine. Ça consiste en quoi, ce projet-là? Tu sais, de ce que je suis dans, c'est un projet en honneur de mon ami qui était décédé en ski.
Je voulais le faire pour lui. Il y avait comme un moment significatif parce que ça faisait tant d'années, mais là, j'ai un peu décidé de décrocher, mettons, au moment précis, mais c'est un peu en honneur de lui, puis un peu comme mon... Je sais pas si ça va être comme un peu mon... Pas mon au revoir, mais tu sais, à me pousser, parce que quand je vais en ski, honnêtement, je suis là, je mets mon saut de ski, je mets mon casque, je mets mes lunettes. Puis j'ai l'impression que c'est Kim, j'ai 16 ans, let's go, on essaye des trucs, je suis super motivée, je suis dans le parc, je vois les jeunes faire des affaires, je vais essayer des trucs. Puis autant que ça me fait ça m'énerve parce que je suis quelqu'un qui aime ça se dépasser puis qui dit, tu sais, j'aime ça, les choses que les gens trouvent difficiles de faire ou qui disent qu'ils sont pas capables de le faire. Moi, je le vois comme un défi, un challenge, puis j'aime ça l'accomplir, puis j'aime ça faire les choses que les gens sont pas capables de faire ou veulent pas nécessairement faire. Puis là, de voir que dans ma tête, je suis encore là, puis je veux le faire, mais que mon corps suit pas forcément, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi de gérer émotionnellement, parce que je me dis, Colin, que je le veuille ou non, la loi de la nature me rattrape, puis... Je peux pas faire nécessairement ce que je veux, puis il y en a une certaine limite, puis ça, c'est sûr que ça me dérange, même quand je te parle en ce moment, je deviens émotionnelle à propos de la chose, mais c'est la réalité de la chose, puis c'est ce que je me rends compte, fait que je me dis peut-être, c'est comme, enfin, mon corps, tu sais, mes genoux, cet hiver, t'es là, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, genre, what are you thinking, what are we doing? Je pensais que c'était fini, ça, là, tu sais, on va jouer au poker, on a le même... engagement mental, mais on a pas mal partout. Ben, quand tu fais tes analyses à Radio-Canada, t'as l'espèce d'adrénaline, de mettre une belle performance. Mais t'as pas mal partout. Donc, tu sais, il y a une partie de moi, comme les gens me disent, mais là, puis quand ça que tu fais pas du ski souvent et tout, t'as pas du plaisir. Oui, j'ai du fun, j'adore ça skier, mais tu sais pas à quel point j'ai mal partout quand je vais en ski. Puis par la suite, tout ce que ça me prend d'aller au gym, faire du vélo, de faire du stretching, tu sais, j'avais l'impression cet hiver, puis là encore, tu sais, que je m'entraîne comme si je m'en vais aux Jeux olympiques pour faire un projet, puis ça me demande beaucoup de temps, énergie, émotionnelle. Tu sais, je venais à Montréal pour rencontrer des gens, puis aller jouer au poker, puis cet hiver, j'ai mis un peu le poker de côté parce que le temps que... Parce que je coachais à Saint-Jérôme le programme sport-études 2 jours par semaine. En coachant 2 jours par semaine, il fallait que je prenne une journée de moins de repos. Après ça, j'allais skier pour m'entraîner pour mon projet. Il fallait que je fasse toute la réhabilitation par la suite. Il fallait que je m'assure de, tu sais, que je dors bien, mes bonnes heures, que je sois sur un horaire plus sain. Donc, j'étais comme... Ben là, je suis à Montréal, je veux rencontrer des gens, je rencontre personne, je joue pas au poker, c'est quoi que je suis en train de faire? Mais d'un autre côté, c'était une bataille interne, mais ça serait donc le fun de faire ce projet-là. Pour moi, oui, puis en l'honneur de mon ami qui m'a montré tout ce qui est le ski, le poker et tout. Fait que ça serait peut-être une transition en même temps dans ce projet-là de ski à poker. Puis on va voir, tu sais, je suis quelqu'un qui, absolument, mes actions suivent mes paroles. Puis j'espère vraiment que je vais pouvoir le réaliser, ce projet-là. Cet hiver, c'est difficile pour moi de le reporter puis de me dire l'idée que je serais pas capable. Fait que, tu sais, c'est là, j'espère vraiment que ça va se passer, mais en même temps, comme on m'a dit, ma chiro m'a dit cette année, elle dit, tu sais, je pense pas que ton ami JP... il voudrait que tu te blesses puis que tu te fasses mal pour réaliser ce projet-là. Donc, c'est à suivre. Je me croise les doigts que ça va marcher. C'est bon. On croise les doigts aussi pour toi. Merci. Est-ce que, tu parlais que tu faisais du coaching un peu. Est-ce que le coaching, c'est parce que tu veux comme redonner aux gens ou est-ce que c'est aussi que tu cherches le thrill via d'autres personnes possiblement parce que tu vois que le sport évolue et que c'est un peu une manière d'exprimer ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais vouloir faire? C'est drôle, au niveau du coaching, c'est sûr que même avant que je fasse le cours avec l'équipe du Québec, parce que maintenant, il faut des certifications, pour aller faire, admettons, les NORAM ou les petites coupes provinciales. Tu sais, j'allais l'été, j'adorais aller, admettons, au camp Momentum ou à Copper, t'avais les Woodward Ski Camps. J'aime ça redonner, tu sais, j'aime ça faire découvrir à des jeunes la passion que j'ai pour le ski, d'en redonner pour mon sport parce que ça m'a amené à tellement d'endroits puis ça m'a fait découvrir qui je suis, ça m'a montré plein de qualités que j'ai à l'intérieur de moi puis de me développer en tant que personne. Donc, si je peux aider des jeunes à connecter à ce sport-là puis à vouloir se dépasser d'une autre façon, c'est super. Tu sais, j'adore montrer mon sport. Puis c'est sûr qu'en découvrant, quand je fais du coaching, tu sais, j'ai aussi découvert... quand j'ai fait un mentorat avec l'équipe du Québec, tu sais, de pousser des jeunes à vouloir essayer de passer des NORAM au circuit de la Coupe du Monde. Moi, il y a quand même une certaine excitation d'aller faire des compétitions un peu plus de haut niveau, tu sais. Puis pour l'instant, oui, j'ai coaché avec le sport-études. C'était le fun, mais en dedans de moi, tu sais, l'idée d'être plutôt comme un coach équipe nationale, de retourner aux Jeux olympiques, d'être dans cette espèce de... Tu sais, j'adore autant que ça peut être difficile, c'est le fun, la haute performance. Donc, il y a quelque chose là-dedans que je trippe, mais en bout de ligne, tu sais, si
des fois, un été, je retournerais à Momentum Ski Camp ou j'irais au Woodward Ski Camp. Ben, tu sais, j'aurais vraiment du plaisir à montrer à des jeunes à mon sport. Fait que c'est un mix des deux, mais c'est surtout plus pour redonner que moi me dépasser parce que j'ai l'impression que je viens vraiment chercher le côté compétition, gros défi, challenge d'atteindre des rêves ou des choses que les gens souvent croient pas au travers du poker. Donc, ouais. C'est bon. Mais c'est vrai que dans tous les cas, puis je l'entends de plus en plus, puis j'ai moi-même du mal à avoir la discipline de l'appliquer, c'est que si tu veux être excellent dans un domaine, il faut que tu sois pendant une période plus ou moins longue 100% laser focus sur une chose. Tu as l'air d'être très très into pour le poker. Fait que c'est dur peut-être aussi d'avoir deux objectifs vraiment extrêmement intenses en parallèle. Tu sais, moi je fais le podcast et c'est pour le fun, mais je vise pas à avoir des millions d'écoutes parce que j'ai beaucoup de fun. Je sais que ma business c'est le laser focus, puis je sais qu'il y a au moins 5 ans où c'est obligé d'être ça. Est-ce que c'est aussi peut-être une des raisons qui fait que tu peux pas pousser dans un plus que dans l'autre, vu que si c'est vraiment le poker puis que tu as déménagé pour ça, c'est peut-être ça qui est comme 90% de ton temps éveillé là? Ben, c'est drôle. Ben, comme je disais un peu, c'est cette année, j'ai pas pu passer autant de temps que je voulais dedans. Puis c'est un peu une bataille interne que j'ai en ce moment. Tu sais, je me dis, mais j'ai jamais pris le temps, je me suis jamais donné la chance d'aller genre 120% dans mon rêve de poker. Mais d'un autre côté, quand que je parle avec la performance mentale, j'ai une personne qui m'aide de ce côté-ci. Tu sais, elle me dit non, mais c'est bien, je parle à plein d'autres joueurs de poker, puis s'il y a une chose qui n'arrête pas de répéter, c'est que c'est trop juste le poker, leur vie, puis des fois, ils se sentent un peu comme un esclave de se rendre, mettons, au casino et de jouer et tout, donc c'est bien que je garde d'autres intérêts. Puis aussi, d'un autre côté, puis tu sais, une chose qui est pas bien, c'est de te comparer dans la vie, mais tu sais, j'en ai vu d'autres personnes qui étaient à Québec, à l'endroit où que je joue aux cartes d'habitude, c'est que là, ben, il a gagné le WPT, tu sais, qui ont fait des gros résultats, qui sont en train de voyager un peu partout dans le monde pour jouer aux cartes, ce qui est un peu admirable parce que ce que j'aimais du ski, puis c'est ce que le poker me donne, c'est de garder le même genre de lifestyle, c'est de pouvoir... J'ai pas une job de 9 à 5, c'est moi qui décide de mon horaire, puis en plus, ça me permet de voyager puis de me déplacer où je veux un peu quand je veux. T'sais, si, mettons, demain, ben, je vais aller à Vegas, je peux aller à Vegas. Ou si je vais aller découvrir d'autres endroits parce qu'ils vont faire des tournois, mettons, en des endroits chauds dans le monde. Ça pourrait être soit, je sais pas, moi, il y en a un... j'ai oublié, parce qu'en ce moment, j'ai oublié le nom exactement, mais c'est un endroit qui est vraiment comme dans des îles un peu tropiques et tout. Je suis comme, c'est cool, je pourrais aller là ou je pourrais aller découvrir, promener en Europe à des endroits que j'ai pas été parce que c'est pas des endroits nécessairement où tu peux faire du ski. C'est pas les endroits chauds, non? Non, donc là, de voir que, ces personnes sont comme à fond dans le poker puis sont en train de faire ça, je me dis, crime, je donne-tu pas assez à mon rêve de poker? Mais en même temps, faut pas que je me compare aux autres. J'ai mon parcours à moi qui est atypique, puis oui, il y a le côté coaching, mais il y a un côté de moi qui a quasiment plus envie de connecter au niveau de l'analyse, de la description sportive. Tu sais, quand j'étais jeune, des fois, je me disais... Puis avec ma famille, ils m'appelaient Kim Maccabé à cause de Chantal Maccabé, qui était super dans le sport et tout, pionnière. Donc, tu sais, il y a ce côté-là de moi qu'on dirait que j'aimerais quasiment plus faire un mix poker, description, analyse sportive. Puis, ben, de voir aussi avec le coaching, tu sais, comme j'ai parlé avec le sport-études, qui dit « Ah, tu devrais, tu sais, continuer. Je veux pas que tout ce que tu as fait là-dedans puis que tu as travaillé pour, que tu le perdes. » Donc, je suis comme un peu dans une croisée de chemin de comment j'organise bien mon temps. Je suis pas la personne la plus rapide au monde non plus. Donc, en termes d'apprentissage, tu veux dire? Ben, pas nécessairement juste de mon... Comme mon pace avec la vie, ben, c'est plus lent, puis de, comme, ben, mes distractions, mes intérêts, mais ouais, peut-être aussi, ben, l'apprentissage, j'ai jamais eu de la misère à l'école, le ski, mais c'est que souvent, ben, je me donne à comme 120% comme focus sur une chose, puis là, je suis un peu de distraction à droite, à gauche, qu'est-ce que je fais, mais là, je vois que les choses progressent, faut quand même plus pas que... Ouais, des fois, je me sentais un petit peu perdue, mais là, on dirait que les derniers mois, ça commence un peu plus à prendre forme. Puis c'est quoi qui me fait vraiment vibrer? Il faut juste être capable d'un peu canaliser mon temps, d'être capable de me dire oui, d'être capable de dire non à certaines choses. Mais ouais, on dirait que là, j'ai beaucoup de choix, mais comment que je fais? Parce que le rêve principal reste que j'aimerais ça être champion de poker, puis tu sais, d'être comme peut-être la première personne qui a une médaille olympique, puis un bracelet des World Series of Poker, tu sais, ça serait malade, puis ça me dérange pas, moi, si ça prend 10, 15, 20 ans, mais c'est juste de vraiment me donner la chance de le faire, puis de toujours croire en moi, parce qu'il y a des moments, je suis hey, ça va-tu vraiment marcher, le poker, c'est quoi que je suis en train de faire, mais là, je vois que... Non, c'est correct, si tu gardes c'est le savoir cap. ce que c'est ça, ton objectif court, long terme, puis aussi, c'est pourquoi tu fais les efforts, puis c'est ça qui aide à savoir ce que tu vas réellement faire au quotidien. Et si c'est
si c'est les World Series, ben, ça prend du temps, ça prend l'énergie, ça prend beaucoup d'échecs. Puis, probablement comme tu as fait dans ta carrière de ski. Ouais, exactement. Donc, ben, ça reste à suivre, mais c'est ça. Donc, puis d'un autre côté, ben, quelqu'un, en tant que t'es vraiment une personne curieuse puis qui aime se dépasser des défis, ben là, j'en ai comme plusieurs devant moi, mais aussi, c'est de trouver comment bien organiser mon temps. Puis des fois, tu sais, comme je dis, j'aime beaucoup le sport, ben des fois, je veux voir ce qui se passe à la Coupe Stanley, je veux voir ce qui va se passer à Roland-Garros, mais c'est aussi de dire, hey, la priorité avec ton temps en ce moment, tu sais, c'est quoi, parce qu'il y a une certaine liberté. Donc, en ce moment, je suis juste en train de me trouver comme un bon horaire, mais il faut pas non plus que j'abandonne mon gym. Je m'entraîne pour mon projet cet été, puis même pour le poker, c'est bien d'être en forme, tu sais, surtout que si t'es assis à la table de poker, la chaise tout le temps, moi, tu sais, je vais au gym, je m'entraîne. Je pense ça un peu comme un athlète de haut niveau, tu sais, de faire les méditations, de bien marcher, mais c'est aussi que le poker, des fois, les parties, c'est bon durant la nuit, donc c'est comme de trouver un horaire puis de le respecter. Il y a beaucoup de discipline. Bref, je pourrais t'en jaser longtemps de vas-y, ça. ça ressemble à quoi? Tu parlais de prépa mentale pour le poker. Ça ressemble à quoi? Tu disais, t'as une personne vraiment spécifique qui t'aide sur ça? Ouais, ben, tu sais, là, tu peux parler un peu des émotions que tu vis à la table parce qu'il y en a que tu vas avoir, tu peux avoir du tilting qui appelle, tu sais, quand tu perds un peu la carte avec tes émotions, c'est ce que j'essaie d'avoir le moins possible, mais que tu veux ou non, tu sais, ça peut se cacher. Et aussi d'avoir des doutes que tu peux faire les bons moves, tu peux faire les bonnes décisions, puis là, tu pars sur une downswing qui appelle que tu perds, t'arrêtes pas de perdre, fait que là, tu te remets en question, tu te demandes si tu fais les bonnes choses, tu te demandes si t'es vraiment capable, si t'es vraiment bon à ce jeu-là ou t'es juste chanceux depuis toute ta vie. Donc, il y a beaucoup mentalement de remise en question, de savoir où garder les bonnes pensées, de comment approcher la partie. Au niveau mental aussi, tu sais, moi, j'aime bien faire des petites méditations avant d'aller jouer. J'ai une application qui s'appelle Prime Mind aussi, qui a une section vraiment poker. Fait que ça vise sur certains sujets d'émotions, soit d'être confiant à la table, d'être capable de laisser aller tes erreurs. Parce que dans le fond, des fois, c'est un jeu d'erreurs aussi, le poker. Fait que si tu fais une erreur, puis l'erreur vient de te coûter une grosse partie de ton stack, quoi, mettons 200-300 $, ben, c'est d'être capable de laisser aller l'erreur, puis de reprendre ton focus, puis de prendre les bonnes décisions par la suite. Donc, des fois, c'est bien d'écrire dans un journal le soir, de pas juste... parce que je suis quelqu'un qui est difficile avec moi-même, puis c'est facile de se taper sa tête, mais d'aller ressortir le positif de ta session, même si, admettons, t'as perdu, mais des fois, tu vas gagner, puis tu vas avoir juste été chanceux, puis t'as pas nécessairement pris des bonnes décisions. Fait qu'il faut que tu sois capable d'avoir une vue objective de ta session sans être fixé sur le résultat, mais plutôt sur le processus. Es-tu dans le bon processus? Prends-tu les bonnes décisions par rapport au poker, mais par rapport à ta vie aussi? C'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent, j'aime comparer le sport de haut niveau avec une business où tu as beaucoup de lots, puis tu as des objectifs que tu n'atteins pas, etc. Mais là, tu le mets sur le poker aussi. Des fois, tu as une bonne réussite. Nous, on peut avoir un très bon mois. Puis je me rends compte qu'en fait, c'est une loi qui a été passée par le gouvernement du Québec qui a fait qu'on a eu plein de nouveaux clients. Comme chance purement, on a juste exécuté. Et au contraire, après, on fait des efforts, on met une campagne en place. Comme tu penses avoir un super jeu. Puis finalement, ça fuck. Puis c'est ma faute. Tout était là pour réussir, mais j'ai pas réussi à cause de moi. Des fois, c'est ça. Tu réussis et t'as l'impression que c'est pas toi. Et quand tu échoues, tu te dis c'est moi. Ouais, exactement. Ou des fois, tu réussis, puis tu penses que t'es la meilleure personne et tout, mais en fin de compte, t'as juste eu ben de la chance, puis des fois, tu vas rentrer dans un moment où que, tu sais, ça va bien, tu run good comme qu'appelle, puis là, tu peux mettre de côté un peu tes habitudes de vie saine, ton étude qui est un peu plus à temps, puis là, whoop, d'un coup, ben tu perds la discipline. Parce ouais, que ça te rattrape, puis là, tu te rends compte que, ben, ça fait peut-être 6 semaines que j'avais beaucoup de chance, puis dans le fond, je prends pas les bonnes décisions. Donc, tu sais, c'est vraiment de toujours regarder une vue un peu dans les hauts comme dans les bas de est-ce que je continue à faire les bonnes choses pour être un peu 1% meilleur comme demain. Ça, je viens de me rappeler, j'écoutais des trucs de Kobe Bryant, là, How am I getting 1% better for tomorrow et tout. Alors, je me dis, ouais, il faut que tu gardes le cap parce que, ouais, cette année, je suis passée dans une downswing qui appelle, puis là, ça me remettait beaucoup en question. Personnellement ou spécifiquement sur le poker? Sur le poker, ben, tu sais, c'est sûr qu'avec le projet de ski qui était difficile, tu sais, je vivais aussi émotionnellement beaucoup de doute, j'avais mal au corps physiquement, j'étais pas capable d'accomplir, je me sentais un peu en échec, parce que je m'étais dit, il faut que ça soit cette année, parce que cette année, on célèbre son 10 ans qui est décédé, tu sais, j'avais beaucoup de pression à ce que ça se passe maintenant, puis Dame Nature coopérait pas,
Ouais, j'étais intérieurement, ça, c'était difficile. Puis ensuite, ben là, le poker, c'est parti comme un peu bien. Puis après ça s'est mis juste à plonger. Puis dans comme une descente que j'avais jamais eue. Au début, tu sais, je sais que j'avais juste pas de chance, mais à un moment donné, je me suis rendu compte, oui, t'as pas de chance, mais là, tu commences à prendre des mauvaises décisions. Donc, c'était de vraiment voir où je prenais les mauvaises décisions, puis pourquoi je les prenais, puis de corriger ces mauvaises habitudes-là à la table de décision pour qu'ensuite, ben, ça repart bien. Puis là, c'est sûr que là, ça m'est reparti, puis j'étais comme, OK, non, tu sais, crois en toi, puis continue à faire à faire ton processus dans le poker, puis ça va bien aller, là. Mais, ouais, mentalement, c'est comme des up and down, puis ça me rappelle tellement le sport, puis le ski, puis mon parcours d'athlète. Est-ce que tu penses que ça te donne un edge aussi face aux autres joueurs de poker qui ont sûrement, j'imagine, à la différence d'un sport où tu as des personnes d'un âge assez restreint, très en forme physiquement, très disciplinées mentalement, le poker, j'imagine, tu as des personnes de toutes origines, anciennes sportives de haut niveau, probablement des hommes d'affaires, hommes ou femmes d'affaires, toutes sortes d'origines. Est-ce que tu penses que ton expérience dans le sport de haut niveau te donne un petit avantage justement sur gérer ses émotions et ses réussites, échecs? Ben, je pense que c'est certain que oui, parce que, tu sais, le poker, il y a beaucoup de discipline, puis je pense que pour être un athlète de haut niveau puis de réussir, tu as besoin d'avoir de la discipline, mais tu as besoin aussi d'avoir de la patience parce que ça se passe pas du jour au lendemain. Puis surtout, ben, avec les blessures et tout, d'être capable d'avoir comme du delayed gratification, tu sais, de te dire que c'est pas instantané tout, de voir un peu un bigger picture de où tu veux te rendre, mais d'être patient avec toi-même pour l'atteindre. Je pense que, ouais, le côté discipline que j'ai eu, puis des fois, de juste reconnecter avec ça, tu sais, quand je me parle, je reconnecte avec Kim, l'athlète reconnecte avec jeune Kim, qui avait comme tous ses rêves et tout, tu sais, c'est qu'est-ce qui t'a amené loin? Ben, c'est ta patience, puis c'est ta discipline, puis de croire en toi, puis de tout ce que tu as développé avec le sport. Donc, c'est sûr que pour moi, ça m'aide. Puis, tu sais, d'un autre côté, comme la personne qui m'aide mentalement, elle avait envie de m'approcher puis de travailler avec moi, justement à cause de mon parcours olympique, puis de qu'est-ce que je lui avais parlé, de ce que je voulais faire avec le poker. Puis elle dit, on part pas de la même place parce que tu en as eu un parcours d'athlète, puis tu sais un peu les hauts, les bas. Mais tu sais, d'un autre côté, moi, j'aime ça connecter avec les personnes qui sont quand même rendues plus loin dans le poker ou à des endroits où je vais aller pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont eu à vivre. C'est comme, mais je me rends compte qu'au poker, chacun fait son propre chemin à sa façon aussi. Donc, tu as ouvert un peu la porte à une question que j'aime souvent poser, c'est si tu avais 30 secondes, disons, avec jeune Kim de 10 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais quoi? C'est quand même une... Je lui dirais de continuer à croire en qui elle est, puis en ses rêves, puis de juste pas abandonner, que, tu sais, d'avoir plus confiance en qui est cette Kim-là, dans le fond, parce que, ouais, j'ai eu beaucoup dans mon parcours des gens qui ont pas cru en moi, qui ont décidé de... Mais ce qui est bien, c'est que j'ai toujours continué à croire en moi puis à suivre mes rêves, mais c'est un peu ce que je lui dirais. Puis je lui dirais, malgré tous les... Tu sais, comme que je dis souvent, tu sais, si on me montrait tout ce qui est arrivé dans le ski, puis toutes les blessures et tout, c'est ça qui va se passer. Est-ce que tu signes en bas du contrat, puis tu y vas? Je signerais tout de suite parce que je le veuille ou non, même si j'ai eu les plus bas de ma vie au travers de ça, puis j'ai pleuré. J'ai aussi eu les plus beaux moments, puis les plus belles expériences de vie. J'ai rencontré des super personnes, mais tu sais, je me suis tellement découvert au travers du ski, puis découvrir qui je suis, puis comment je suis capable de faire face à des gros obstacles, puis des gros défis. Donc, ouais, je lui dirais simplement de... Ouais, fonce, puis mets-toi pas trop en question. Arrête de overthink et vas-y, crois en toi. Pour les 2 prochaines années, je pense que j'ai une petite idée, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter professionnellement et personnellement? C'est drôle de trouver une genre de paix intérieure avec qui je suis maintenant, tu sais, par rapport au ski, personnellement, avec amis, amitié, vie d'amour, parce qu'en tant qu'athlète, moi, j'étais tellement athlète que puis j'ai trouvé ça difficile à mettre à DT par la suite. Donc, d'être bien là-dedans, mais aussi, c'est sûr, de continuer vers mon rêve de poker, de pas abandonner, de bien réussir mon projet de ski. Ça, s'il vous plaît, ça serait vraiment cool de mettre ça de côté, de mettre un beau point d'exclamation sur parcours de ski, transition dans le poker, puis de voir un peu... qu'est-ce qui va se passer, oui, avec le coaching de ski, mais tu sais, de voir aussi avec les commentaires sportifs, l'analyse sportive,
Ouais, faire de la belle représentation pour le sport, pour les diversités de genre, pour les personnes LGBTQ. Juste de comme tout bien enrobé, puis de juste être la meilleure version de moi-même, bien heureuse. C'est sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas, mais ouais, j'ai eu certains moments difficiles les dernières années, puis juste d'être heureuse, être une bonne personne qui réussit bien ses rêves. Fait que le Bon. ski, le poker, puis Je veux dire, ensuite... a priori, tu t'ennuieras pas, puis la représentation télé, puis les commentaires. Comment? Donc, ski, poker, le projet, le poker, puis... Ouais, mais le projet, tu sais, ça, Radio-Canada. on va se souhaiter que d'ici 1 an, le projet est accompli, puis que oui, une fois de temps en temps, genre, je vais sortir sur mes skis pour avoir du fun, mais que autant que j'aime le ski, que ça serait comme le temps de fermer ce C'est pas- chapitre-là, puis de plus passer au côté poker, télévision. Ouais. C'est bon, nice. Ouais. T'as une histoire quand même assez incroyable, puis 2 carrières, dont une encore en cours. Est-ce que t'as une personne en tête qui aurait une histoire aussi exceptionnelle, ou à peu près, aussi intéressante que la tienne, que je pourrais contacter pour inviter ici? Une bonne question. Ça peut être dans ton sport, ça peut être dans un autre sport, ça peut être quelqu'un de poker, parce que ça, pour le coup, j'ai pas encore écrit à personne dans le monde du poker. Non, mais que le même genre de parcours que moi, c'est sûr que je trouve que j'ai un parcours qui est super atypique Ouais. au niveau des blessures, de revenir, de réussir, d'aller dans le poker. Je suis pas nécessairement capable de penser, boum, quelqu'un. viendra. Bon, Ouais, tu que me diras. le même nom, mais tu sais, des gens qui sont fun. C'est qui? Mais c'est sûr, il y a Phil Marquis qui est toujours intéressant à parler. Il y a Audrey Robichaud, moi, que je suis super amie avec. Je prends une note pour moi. Dans le ski, au niveau que, tu sais, Audrey, elle a fait plusieurs Jeux olympiques en ski de boss. Par la suite, elle est allée étudier pour être à l'université, pour être entraîneur. Elle a fait, tu sais, comme... elle est passée du bas à faire les petits clubs de ski au relais. Ensuite, elle est montée assistante équipe coach du Québec, qui est allée au Youth Olympic Games cette année. Puis là, elle est rendue coach principal de l'équipe du Québec. Fait que c'est quand même un parcours super intéressant à suivre. Ça a C'est très bougé pas mal cool. aussi. Ouais. Ouais. Puis le Marquis aussi, ben, c'est deux bons amis de côté de ski Parfait. acrobatique. Mais ouais, moi, je ferais une petite jasette avec Audrey. Je pense que ça pourrait être cool. Parfait, j'ai noté sur mon petit bout de Mhm. papier. La dernière question, c'est ce qu'on discutait avant d'enregistrer. C'est ce petit mur Wall of Fame. J'ai pas encore un nom officiel. Mhm. Est-ce que tu aurais quelque chose de ta carrière qui te resterait dans un tiroir avant que ça finisse dans une poubelle, par exemple, que tu pourrais signer puis que je mettrais là où il y a un petit peu d'espace encore? Ouais, ben c'est sûr que je faudrait que je regarde quand je vais retourner au Mont-Sainte-Anne. Justement, ben là, avec la personne avec qui je date, on est allé voir un match Canada-Mexique. Ouais, Puis là, j'avais pris une pile de gilets de Team Canada. Fait que j'ai beaucoup de choses. Puis j'ai peut-être trouvé soit un vieux dossard ou Parfait. quelque chose. Je vais te trouver un petit quelque chose pour que tu puisses ajouter. Génial, puis ça rentrera pile poil dans le cadre de ce qu'on est en train de filmer. Fait que, Ah ouais? Ouais, je peux en regarder si on le met tout là-haut en dessous Ouais, du U, là, ça rentrera côté, parfaitement. ouais. Cool. Mm. Parfait. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait Vraiment, plaisir. C'était vraiment incroyable ton histoire. Puis j'espère. Je croise déjà mes doigts pour une année complète ou 6 mois pour que ton projet arrive à terme. Ouais, on se croise vraiment les doigts que ça fonctionne. Ouais, faut pas que je sois trop attachée, mais il faut que je me donne à 100%. Non, Peu importe le. C'est de la. Comment on appelle ça quand on y pense tellement qu'on le fait, on fait en sorte que ça se passe. J'ai pas le mot. On le manifeste, on le là. manifeste. Ouais. C'est ça, tu le manifestes. Ouais. Merci. Encore, Merci à toi. Kim. Bientôt. Bye.